C'est à vous, Yves de Bélanger. Bonjour tout le monde, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, déjà je vais me présenter. Donc moi je suis gérant d'une petite société dans le logiciel informatique que j'ai montée il y a de ça 4 ans, qui vit bon an mal an. Et je suis également membre du collectif Audace, un collectif de jeunes entrepreneurs, un de ces nombreux collectifs qui gravitent autour du Front National. Un collectif qui a pour but de permettre aux jeunes entrepreneurs de marier leur désir patriotique avec effectivement leur activité professionnelle, et c'est pas facile tous les jours. Donc je vais essayer d'être bref et succinct puisque je pense que vous avez déjà beaucoup écouté ce matin. Alors je vais juste vous détailler mon plan assez rapidement. Dans un premier temps, je vais faire juste une photo globale en fait du déficit de représentativité pour les indépendants et les TPE au niveau national. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ça va me permettre de vous parler de l'omniprésence du MEDEF, les conséquences que ça a sur le débat public. Et puis après, je vais faire une petite aparté sur la réforme de la représentativité patronale qui a été votée en 2014 et sur laquelle on est en train de revenir avec la loi El Khomri, avec le lobbying intensif du MEDEF. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais essayer de vous montrer avec 2 exemples bien précis, qui est la formation professionnelle et la taxe qui s'appelle pour financer l'association d'études et de suivi de l'aménagement du temps de travail, qui a été votée par le Syntec. Donc par ces 2 exemples, je vais essayer de vous montrer comment les intérêts des organismes patronaux peuvent parfois être contradictoires avec ceux qui sont censés représenter. Et enfin, bien sûr, je vais parler du RSI, parce que je pense que c'est un sujet sur lequel on peut difficilement faire l'impasse, en essayant de vous expliquer comment la représentativité du RSI dans sa gouvernance est complètement inutile. Alors, première partie, donc le déficit de représentativité. Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le MEDEF est omniprésent. Donc, il y a 3 organismes patronaux au niveau national, donc qui ont le droit justement de signer en fait des accords nationaux. C'est effectivement le MEDEF, la CGPME et l'UPA, donc pour les artisans et les commerçants. Pour vous donner un ordre d'idée, le MEDEF trust à peu près 60% des subventions et des places, la CGPME à peu près 30% et l'UPA 10%, pour vous donner vraiment grosso modo une vue d'ensemble. Donc effectivement, il y a une véritable omniprésence du MEDEF. Aujourd'hui, le MEDEF peut seul signer des accords nationaux interprofessionnels avec les autres organisations syndicales, en se passant bien sûr de la CGPME et de l'UPA. Donc cette omniprésence pour les petits chefs d'entreprise que je représente est vue comme une injustice. Une injustice pourquoi? Parce que aujourd'hui, les TPE, PME, les indépendants, c'est 98% des entreprises, c'est plus de 50% des salariés. Les gisements d'emploi se trouvent très clairement dans les petites structures. Et puis surtout, ce sont les petites structures qui cristallisent, qui ont le plus de problèmes, justement, pour perdurer, à la différence, bien sûr, des grands groupes du CAC 40. Et donc, en fait, ce déficit de représentativité donc des petits, a des impacts très concrets, et notamment dans le débat public. Par exemple, il y a des sujets qui sont complètement, enfin, à mon sens, qui sont vraiment minorés. J'en veux pour preuve la concurrence déloyale. On vous parle beaucoup du code du travail, on vous parle beaucoup des prud'hommes. C'est des problèmes que partagent effectivement les petites structures avec les grands groupes du CAC 40, mais clairement, il y a des sujets qui sont contradictoires. Donc la concurrence déloyale, le fait que les banques ne financent plus du tout les sociétés. Par exemple, aujourd'hui, il faut savoir qu'une entreprise sur 4 ferme à cause de simples problèmes de trésorerie. Et puis, bien sûr, les délais de paiement, qui sont un véritable fléau pour les petits fournisseurs. Aujourd'hui, dans la grande distribution, si vous discutez avec des petits producteurs de fruits et légumes, par exemple, ils vous expliqueront que les supermarchés, en fait, payent leurs fournisseurs une fois que la marchandise a été vendue. Donc, en fait, ils font de l'optimisation de trésorerie sur leurs fournisseurs, ce qui est absolument scandaleux. Et ça, bien sûr, c'est des sujets qui ne sont jamais abordés. Et pour les petits patrons, c'est une véritable injustice. Alors en 2014, Michel Sapin a fait voter une loi sur la formation professionnelle qui avait un volet qui traitait justement d'un rééquilibrage, si je puis dire, de la représentation patronale, qui voulait poser le principe d'une entreprise, une voix, et effectivement sortir un peu de l'omniprésence du MEDEF. Alors, ça avait une vraie vertu, c'est que justement, ça permettait de rééquilibrer un peu les forces en présence,
en faveur des petits. Et puis surtout, ça obligeait les organisations patronales à être beaucoup plus scrupuleux au nombre de personnes qui cotisent chez eux. Et donc, en fait, finalement, d'être plus représentatifs. Donc, ça avait au moins ces deux vertus-là qui, pour moi, sont importantes. Mais c'était sans compter sur la volonté du MEDEF qui a effectivement vu qu'il y avait un véritable danger par rapport à sa situation. Et donc, il y a eu un lobbying qui a été assez fort, qui s'est fait en plusieurs étapes. Tout d'abord avec la loi Rebsamen, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un amendement qui a été introduit en 2012 dans la loi Rebsamen de l'année dernière, permettant de suspendre les accords. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça a permis de suspendre ces accords, donc l'application de cette loi. Ensuite, ils ont fait une requête auprès du Conseil constitutionnel pour annuler la loi. Alors, ils ont été déboutés, heureusement, mais ils n'avaient pas dit leur dernier mot, c'est-à-dire qu'avec la loi El Khomri, qui est en train d'être discutée actuellement, ils veulent imposer un nouveau méthode de recensement des syndicats qui serait à peu près 80-20, 80% fait sur le nombre de salariés des entreprises, donc bien sûr vraiment favorable au MEDEF, et 20% uniquement sur le nombre de personnes qui cotisent au sein des organisations professionnelles. Voilà. Donc la loi n'est pas votée, mais il y a clairement un risque, d'ailleurs l'UPA est vent debout, il y a clairement un risque que finalement ce déficit de représentativité perdure dans les années qui viennent. Voilà, donc ça c'est la première partie. Alors en deuxième partie, je voudrais juste vous parler de deux cas précis. Le premier, c'est la formation professionnelle. Alors, la formation professionnelle, je ne sais pas si tout le monde sait comment ça fonctionne. Toutes les entreprises doivent payer ce qu'on appelle des obligations légales, qui est un pourcentage de la masse salariale qui va entre 0,5 et 1% selon le nombre d'employés. Alors, c'est une obligation de payer, c'est ce qu'on appelle en fait le former ou payer. Que vous formiez ou pas vos salariés, vous serez de toute façon obligé de payer. Et cet argent est mutualisé par ce qu'on appelle les OPCA, donc les organismes paritaires collecteurs agréés, donc qui mutualisent tout cet argent justement pour pouvoir offrir aux différentes branches des offres de formation. C'est une masse financière considérable. On parle à peu près de 6 milliards d'euros par an. À peu près 50% des financements en formation passent par les OPCA. Donc on parle vraiment de très, très, très grosses sommes d'argent. Le souci, en fait, c'est que cette logique du former au payé, en fait, pour les petites TPE et même les PME, ça s'apparente à une simple taxe. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas forcément les ressources internes. Et puis des fois, souvent, les offres de formation sont assez complexes, l'accessibilité est difficile. Donc en fait, elles payent et puis elles n'en voient jamais le retour de leur investissement. Au contraire des grands groupes qui, eux, justement, ont les ressources suffisantes pour pouvoir mettre des équipes dédiées et donc qui peuvent optimiser leur investissement. Et donc en fait, si vous mélangez la mutualisation avec la complexité de l'offre, on se retrouve finalement dans une situation assez ubuesque où c'est les petits qui subventionnent l'offre de formation des gros. C'est dingue, mais c'est la réalité. Donc clairement, il faudrait réformer. Le souci, c'est que les organismes patronaux n'ont pas intérêt à réformer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les OPCA financent le paritarisme. Alors, ils le financent indirectement, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui travaillent pour les OPCA sont en fait des permanents des organismes patronaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi permet aux OPCA d'accorder à peu près 10% des sommes qui sont récoltées aux frais de gestion. 10%, c'est énorme. Et d'ailleurs, la Cour des comptes a relevé beaucoup de dérives à ce niveau-là. On parle à peu près de 600 millions d'euros. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même une somme loin d'être anodine. Et surtout, directement, les OPCA peuvent financer. Alors, la loi permettait de reverser 1,5% de l'argent collecté directement aux organismes patronaux. La loi a été changée parce que c'était un petit peu, ça faisait pas très propre. Mais aujourd'hui, c'est 0,0016% de la masse salariale des entreprises. Ça fait à peu près 80 millions d'euros. Mais bon, de toute façon, il faut être membre d'une OPCVA pour pouvoir toucher cet argent. Donc en fait, le problème n'est pas réglé et le conflit d'intérêts perdure. Voilà. Donc ça, c'est pour la formation professionnelle. Après, je vais essayer de vous parler d'un autre exemple, donc là qui est plus spécifique à l'organisme Syntec, qui s'occupe des métiers du numérique, auquel j'appartiens. Et là, je vais vous parler en fait je ne sais même pas comment appeler ça, d'une association d'études et de suivi de l'aménagement et du temps de travail,
qui a été créé donc par l'organisme Syntec avec les différents syndicats de salariés, qui est en fait une association qui avait pour but de suivi, de faire un peu le bilan de la loi des 35 heures. Ça fait 15 ans que la loi a été votée, hein, mais ça perdure. Donc en fait, il suffit simplement en fait, pour l'organisme majoritaire patronaux de signer au niveau de sa branche cet accord avec les syndicats pour pouvoir tout simplement créer une taxe. Donc en l'occurrence, la taxe pour financer cette association, c'est 0,020% de la masse salariale. Alors vous me direz, c'est rien, c'est vrai que ça ne représente pas beaucoup. C'est vrai que pour une entreprise de 25 salariés, c'est à peu près 150 € par an. Le problème, c'est que si vous multipliez ça par le nombre de sociétés, on arrive quand même à 5 millions d'euros par an. Et le problème, c'est que cette ADESAP, donc cette association, ne crée rien. En fait, il y a une étude apparemment qui est faite par an sans appel d'offres. Appel d'offres non diffusé. L'étude n'est même pas diffusée, il n'y a même pas de site internet. Il y a une totale opacité dans la gestion des fonds, il n'y a pas de contrôle de gestion, on ne sait pas où va l'argent. Bref, quand on creuse, on s'aperçoit qu'en fait c'est une vitrine pour financer le paritarisme. Donc, on voit bien sur ces deux exemples que les intérêts peuvent être divergents entre les petits patrons et les organismes patronaux censés les représenter. Alors, le vrai problème de ce système, si je puis dire, c'est que si les organismes patronaux peuvent lever de l'argent aussi simplement, pourquoi voulez-vous qu'ils aient le souci d'être représentatifs? Parce que si, encore, ils ne se finançaient uniquement sur les cotisations de leurs adhérents, là, ils auraient véritablement un souci de représentativité, puisqu'il en va de leur survie financière. Mais tout ce qui est possible de faire pour eux, enfin, je veux dire, la facilité qu'ils ont de prélever de l'argent, si vous voulez, sur la bête, si je puis dire, fait que, bien sûr, il y a des intérêts divergents et qu'ils ne sont pas enclins à la réforme. Juste pour vous donner quelques chiffres, la part des cotisations dans les ressources des organisations patronales, donc pour le MEDEF, c'est 62%, pour la CGPME, c'est uniquement 18%, et pour l'UPA, c'est 35%. Donc on voit que finalement, les cotisations sociales, c'est, peut-être pas pour le MEDEF, parce que c'est peut-être différent, mais sinon pour les autres, c'est assez minoritaire. Voilà, donc après, je vais juste terminer mon exposé par le RSI, puisque je pense que c'est vraiment un sujet qu'il faut aborder. Et en essayant de vous expliquer pourquoi la représentativité du RSI est complètement inutile. Alors pour commencer, je vais déjà essayer de vous expliquer la gouvernance du RSI. Alors le RSI, c'est 30 caisses RSI réparties dans l'ensemble de la France. Chaque caisse, donc les 30 caisses, chacune a son propre conseil d'administration. Le conseil d'administration est représentatif de 36 membres qui sont élus par les ressortissants de la caisse tous les 6 ans, donc par les cotisants. Donc tous les 6 ans, il y a une élection. Le taux de participation aux élections, c'est 19%. Donc ils ne sont pas vraiment représentatifs. En plus de ces conseils d'administration dans chaque caisse, vous avez une gouvernance nationale. Donc là, vous avez 50 administrateurs qui chapeautent donc toutes ces caisses, 42 artisans et 8 professions libérales. Alors, le frais de fonctionnement du RSI, c'est à peu près 800 millions d'euros par an, en augmentation constante depuis sa création. Et juste pour terminer, pour les élections donc, des conseils d'administration, vous avez 2 listes principales qui représentent donc les cotisants. C'est l'AC, qui est donc chapeauté par l'UPA, qui représente à peu près 33%, et Agir Ensemble, qui est chapeauté par la CGPME, à peu près 32% également. Alors, bon, on voit qu'il y a un vrai souci de représentativité. Le souci, c'est qu'il y a effectivement un taux de participation qui est très faible, donc qui ne sont pas vraiment représentatifs. Mais surtout, le vrai problème, c'est que les grandes orientations de la Caisse ne sont pas du tout décidées par les conseils d'administration. Au contraire, ils sont décidés par l'État. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'État finance à plus de 50% le déficit du RSI. Donc forcément, il a son mot à dire dans la gestion. Et donc, tous les 5 ans est édité ce qu'on appelle la Convention d'objectifs et de gestion, la COG, qui donne en fait des objectifs très précis, avec vraiment, ça va très très loin dans le détail de la gestion au jour le jour du RSI. Et on voit bien donc que en fait, sur la gestion opérationnelle et même sur la gestion de long terme, c'est l'État qui a la main. Bien sûr, en ce qui concerne les cotisations et les prestations, le montant des cotisations et le montant des prestations, bien sûr, le conseil d'administration n'a pas la main, puisque c'est décidé dans la loi, et que depuis 2001, on assiste à une véritable convergence
entre les travailleurs salariés et les travailleurs non salariés, donc un alignement en fait avec le régime général. Donc, une fois qu'on a dit ça, on se demande vraiment à quoi servent les conseils d'administration. Mais surtout, là où ils auraient pu finalement être utiles, c'est faire finalement le lien entre les instances dirigeantes du RSI et finalement les administrés, les affiliés et les cotisants. Mais là encore, on se rend compte qu'il n'en est rien du tout, puisque avec la crise très grave que vit le RSI, et ce n'est pas terminé, il n'y a absolument aucune communication établie, et donc des crispations très très fortes qui se font entre les affiliés et les instances du RSI. Et là, on pourrait se dire, finalement, les conseils d'administration qui sont justement là pour représenter les cotisants devraient justement jouer ce rôle. Or, ils ne le jouent absolument pas. Pour vous donner des exemples, les dysfonctionnements du RSI, on parle de gens qui se sont suicidés parce qu'ils ont été harcelés par les huissiers sur des montants de cotisation erronés. Donc, c'est quand même des drames humains très forts. Il y a des gens qui ont été incapables de liquider leur retraite. Donc ça a quand même un impact aussi là sur leur vie quotidienne. Et puis aussi, il y avait aussi, je ne sais pas si vous avez vu, le scandale des centres d'appel. M6 avait fait un reportage là-dessus, où effectivement, on s'était aperçu que le RSI avait externalisé les centres d'appel à des sociétés qui n'en avaient strictement rien à faire des problèmes des cotisants et des affiliés du RSI, et qui étaient là pour faire du chiffre. Un véritable scandale. Et là, on se demande vraiment où étaient les conseils d'administration, où était la représentativité des différentes, des cotisants, et des artisans, des indépendants et des professions libérales. Et donc, comme la nature a horreur du vide, c'est créé tout autour du RSI beaucoup d'associations anti-RSI et de protection des affiliés et des cotisants, comme Sauvons nos entreprises, SNE, qui est très très actif, SOS RSI ou Les Pendus. Donc voilà, donc, si vous voulez, cette représentativité a été remplacée par une représentativité réelle, concrète, spontanée, qui est finalement peut-être la meilleure. Voilà, merci. Bravo, bravo, bravo. Tu restes là. Attends.